Chers amis internautes, bonjour. C'est avec une grande joie que nous nous retrouvons pour cette émission Info pour tous. Et nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous revisitons les sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Et pour nous éclairer, notre invité est le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Pasteur Moshe, nous apprenons qu'il y a des négociations qui sont en cours actuellement entre les dirigeants du Hamas qui sont aujourd'hui au Qatar, qui sont domiciliés là-bas, et les autorités israéliennes. Et l'idée, c'est de pouvoir libérer des otages. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation qui s'enlise quand même de plus en plus? Je pense que c'est quand même un jeu qui ne correspond pas à la logique que les populations ont de ce conflit-là. C'est des choses comme dirigées par des gens très haut placés dans les ténèbres qui dirigent les pays, le monde, comme ils souhaitent. Parce que déjà, posons-nous la question, comment il y a eu le 7 septembre facilement comme ça en Israël. Le 7 octobre. Oui, 7 octobre, pardon, facilement en Israël. Et comment les gens du Qatar, les dirigeants du Hamas habitent au Qatar tranquillement alors que le Qatar collabore bien avec Israël. Vous voyez, il y a plein de choses qui montrent qu'il y a des réalités qui nous dépassent, qui dépassent l'homme normal. Et je pense que ces histoires-là, ça fait partie de ça. Pensez-vous qu'il y a quand même une perspective d'avenir par rapport à cette situation? Est-ce que vous pensez, puisqu'il y a quand même des otages qui sont retenus depuis plusieurs mois, est-ce qu'il y en a qui sont morts aussi? Je pense que l'avenir est plus à la Troisième Guerre mondiale, à une guerre mondiale, à une guerre généralisée. Voilà, peut-être que ce ne sera pas mondial, mais une guerre avec beaucoup d'intervenants, avec une connexion avec la guerre en Ukraine. Voilà. Je crois que la tendance est plutôt à cela, puisque Israël menace de faire des frappes en Iran. Voilà, vous voyez, il y a le problème au Yémen avec les Houthis, la Grande-Bretagne essaie de s'immiscer. Les États-Unis aussi. Les États-Unis font des manœuvres de l'OTAN près de la Russie. Vous voyez, ça sent plus une guerre généralisée, une guerre peut-être mondiale qui vient à travers tout cela. Pasteur Moshe, nous passons à notre deuxième sujet. Donc, le mardi dernier a eu lieu la déclaration de politique générale, comme c'est de coutume en France, lorsque un Premier ministre est nommé par le président, il présente sa feuille de route devant l'Assemblée. Je vous invite à regarder ensemble cette portion de vidéo. Ensuite, nous allons la commenter. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge, la preuve que les mentalités évoluent. Pasteur Moshe, notre France, notre pays bouge. C'est plutôt une bonne nouvelle. Dans le mauvais sens. Oui, ça bouge dans le mauvais sens. Et on comprend cette nomination. Cette nomination n'est pas une nomination dans la logique de gestion d'un pays. C'est plus dans la logique de brandir une tendance, de brandir une identité comme étant devenue normale. C'est blanchir l'homosexualité. On met un Premier ministre et avec un président flou de ce côté-là aussi. Voilà, c'est ça la réalité de la France. Mais ce qui est dommageable, c'est que finalement, une occasion comme ça de pouvoir présenter une feuille de route dans l'état du pays actuel, avec toutes les crises, les colères qui se cristallisent, on a l'impression qu'on ne retient que cette déclaration. C'est ça la feuille de route. Au fait, faire le discours d'un Premier ministre aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Nous savons les classiques, les décisions classiques, c'est la même chose. Que ce soit de gauche, que ce soit de droite, rien n'est différent. En réalité, la vraie feuille de route, c'est celle-là. C'est-à-dire dire l'homosexualité, acceptez-la, que vous le vouliez ou pas, ça va s'imposer à vous. Voilà. Mais ils vont échouer, bien sûr. Pasteur Moshe, nous avons vu aussi les déclarations de Davos, notamment d'Ursula von der Leyen, qui
de la désinformation son cheval de bataille. Nous savons, comme le diraient d'autres du Pont-Aignan, qui disent que l'Europe a beaucoup de sujets importants et le seul sujet qu'on trouve, c'est la désinformation. Et M. Macron en a parlé aussi en Suède. Cette semaine, il était en Suède. Il a parlé aussi de la désinformation comme étant la bête à abattre. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça nous montre non seulement le cynisme, quoi. Comment vous pouvez, vous en tant que dirigeant du monde, dire le premier problème de l'humanité, c'est la désinformation. Les gens meurent de faim. Ça, c'est la désinformation. Sachant que, qu'est-ce qu'ils mettent derrière des informations? C'est la pensée unique. C'est-à-dire que tout celui qui pense différemment... Mais c'est ça que nous voulons dire. En réalité, c'est pas le mot des informations. Le mot des informations n'est qu'un mot cheval qu'ils ont mis pour porter une pensée cachée. C'est qu'ils veulent pas que quelqu'un réfléchisse autrement que selon la doxa, selon leurs idées à eux. Et dès que tu réfléchis autrement, on considère que tu désinformes. Mais donc, ils se prétendent Dieu. C'est eux qui ont la science infuse. C'est eux qui décident sur ce que l'homme doit faire ou ne pas faire. Donc, c'est ça la réalité. On va combattre toutes les personnes qui réfléchissent autrement. Ils vont être taxés de terroristes, de révolutionnaires aussi. Donc, ça peut justifier un peu ce qu'on a entendu pendant la crise du Covid. Les complotistes, tous ceux qui disent différemment, des choses différentes, sont complotistes. Mais après, ça sera plus complotiste, révolutionnaire, parce que tu crées des troubles en disant autre chose. Voilà. Pasteur Moshe, nous passons à notre second sujet. C'est Neuralink, qui est une entreprise, une start-up qui appartient à Elon Musk et qui a posé son premier implant cérébral sur l'humain. Et nous avons intitulé ça « Inquiétude ou espoir pour demain », puisque les ambitions sont quand même nobles. Il prétend, dans ce qu'il dit, soigner les paralysies. Il y a des personnes qui sont tétraplégiques, qui ne peuvent pas marcher. Et avec cet implant, ça va permettre de pouvoir résoudre ce problème, rendre la vue aux aveugles. Ça fait écho un peu à ce que dit la Bible, mais n'est-ce pas plutôt prometteur? Je vous invite à regarder ensemble cette vidéo et ensuite nous allons commenter. Ça y est, Elon Musk a posé son premier implant cérébral sur un humain, mais est-ce que vous saviez ce qui est arrivé aux singes sur lesquels il l'a testé? Cet implant, c'est celui de la start-up Neuralink. Il fait à peu près cette taille-là et il devrait permettre de connecter ton cerveau à un ordi. Comme d'hab, Elon Musk a de grandes ambitions, soigner la paralysie, rendre la vue aux aveugles, mais avant tout ça, l'implant a permis à des singes de jouer à Pong. Regardez, ils sont en train de jouer avec leurs pensées. Sympa, non? Sauf que pour en arriver là, beaucoup d'animaux ont été sacrifiés. 1500 depuis 2018 pour être précis. Alors vous allez me dire, ok, le chiffre est élevé, mais quand on fait des tests sur des animaux, c'est normal. Mais fin 2022, une enquête a montré que ces singes et ces cochons ne sont pas seulement morts, ils sont morts en souffrant. Des implants installés sur la mauvaise vertèbre, des lésions non soignées ou encore de la chair infectée. Des employés de Neuralink ont dénoncé une véritable boucherie. La cause de ce manque d'éthique? Un stress intense et des deadlines impossibles. Alors ça n'a pas empêché l'administration américaine de donner le feu vert pour les essais sur les humains, mais avant de sauter de joie, pensez aux cobayes précédents. D'autant plus que c'est loin d'être le premier implant cérébral en phase de test. Rien qu'en 2019, des chercheurs français avaient réussi à faire marcher un patient tétraplégique grâce à un implant et un exosquelette. Pasteur Moshe, qu'est-ce qu'on peut dire de cette prouesse technologique? Bon, pour moi, ce ne sont pas des prouesses, c'est ce qu'on appelle depuis longtemps les apprentis sorciers, des gens qui cherchent à imiter Dieu et à faire des choses magiques. Et vous savez, nous, les gens qui avons un certain âge, nous avons non seulement historiquement entendu des choses, mais vécu aussi des choses. Et à chaque fois, l'être humain découvre un truc, il le présente comme étant la panacée, donc la solution à tous les problèmes. Quand ils ont découvert le transistor, c'était comme ça. Quand on a miniaturisé les ordinateurs, c'était comme ça. Quand on a fait la première opération à cœur ouvert, c'était comme ça. Donc on a toujours présenté les choses comme si c'était la solution au problème de l'humanité. Mais nous voyons bien que les problèmes continuent, les maladies continuent, les gens continuent à mourir, les guerres continuent. C'est pas ça la solution. Tout ça, c'est de la fumée aux yeux, voilà, c'est de la poudre aux yeux. Je voudrais revenir quand même sur ce qui a été dit dans la vidéo. Depuis 2018, 1500 animaux ont été sacrifiés, sont morts, mais de morts atroces. Voilà, ça montre que ces gens-là, vous dites que
ils disent que ces gens-là veulent guérir l'être humain, aider l'humain. Mais si déjà tu massacres les animaux, est-ce que tu as un cœur vraiment à aider un humain? Ils prétendent que les conséquences sur les animaux ne seraient pas les mêmes. Après, on n'a pas de recul, mais ils disent que 1500 animaux depuis 2018 sont morts puisque c'est des animaux, mais sur l'humain, ça sera peut-être autrement. Non, mais là, nous avons bien entendu dans la vidéo que c'est des animaux qui sont morts d'une manière atroce, voilà. Que l'on expérimente des choses chez les animaux et qu'ils meurent. Déjà, on mange des animaux, hein, on ne va pas se cacher, mais c'est mort d'une manière atroce et pas négligence à cause des deadlines. Donc, vous voyez, c'est l'esprit industriel, l'esprit des vaccins. Donc, on fait les choses à la chaîne comme des objets. Et ça, si des gens sont animés de cet esprit-là, sachez que ce qu'ils vont faire à l'homme ne sera pas certainement bon. Mais il y a des personnes, Pasteur Moshe, il y a des aveugles qui aimeraient voir, il y a des gens qui n'ont pas de solution. Est-ce que, ne serait-ce que pour cela, c'est Dieu qui donne l'intelligence à l'homme. Donc ces gens qui font les recherches, oui, mais attention, l'intelligence ne vient pas d'eux. Attention à donner de faux espoirs et à exagérer dans la manipulation du vivant. Le vivant est sacré, c'est Dieu qui a créé l'être humain. Il faut rester dans une sphère tolérable, compréhensible. Quand on commence à vouloir créer un supra-humain avec des machines, nous sortons de l'image divine et c'est très dangereux. Ça finit toujours très mal à la Frankenstein. Donc, ça finit toujours très mal. Et quand on a montré un monsieur qui marche avec un exosquelette, est-ce qu'il peut, dans la rue, fonctionner comme ça? Hein? Est-ce que c'est ça la vie? Jésus dit qu'il est celui qui libère, qui guérit, qui transforme non seulement le cœur humain qui peut donner une guérison physique, que les gens viennent à Jésus. Est-ce que vous pensez que M. Musk, Elon Musk, est en affront avec Dieu? Est-ce que vous pensez que c'est... Oui, il est en affront, il pense créer un homme nouveau. Et ça, c'est dangereux. Il n'y a qu'un seul homme, il n'y en aura qu'un seul. Vous savez, tout ce qu'ils font là, avec mélanger homme et robot, eh bien, ça finira mal. Ça finira mal parce que personne ne peut braver Dieu. Toucher au vivant, c'est toucher au Dieu. Ça ne réussira pas. Pasteur Moshe, nous passons à notre troisième sujet. C'est la colère des agriculteurs en France, mais pas qu'en France, en Europe de manière générale. Une mobilisation européenne sans précédent. Je vous invite à regarder cette vidéo. Ensuite, nous allons la commenter ensemble. La colère ne faiblit pas. En France, les agriculteurs poursuivent leur mobilisation sur les routes malgré les annonces du gouvernement et les appels des syndicats. Au total, près de 100 points de passage seraient encore actifs selon le ministère de l'Intérieur. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé plusieurs mesures dont 150 millions d'aides ou encore l'inscription de la souveraineté alimentaire dans la loi, mais les manifestants restent sceptiques. Et donc en fait on est dans l'attente finalement de précisions écrites de la part du gouvernement français pour bien comprendre ce qui a été dit, puisqu'en fait il semble y avoir eu un peu de décalage entre la prise de parole du Premier ministre et de ses ministres. Donc en fait on a demandé à ce qu'on nous fournisse des explications, des éléments supplémentaires pour mieux comprendre en fait ce qui a été exprimé. Dans certaines zones bloquées depuis plusieurs jours déjà, les agriculteurs offrent aux automobilistes des briques de lait gratuites. Au niveau européen, beaucoup de mesures ont également été promises. Après une journée de contestation enflammée à Bruxelles, au cours de laquelle des milliers d'agriculteurs se sont rassemblés devant les institutions européennes, les dirigeants des 27 ont rencontré les représentants des manifestants. Bruxelles a proposé d'accorder une dérogation partielle aux obligations de jachère et de limiter toute hausse incontrôlable des importations agricoles ukrainiennes. Ursula von der Leyen a rappelé que les agriculteurs peuvent compter sur le soutien européen, même s'il n'est pas encore clair si les mesures promises ont réussi à convaincre les agriculteurs en colère. En plus des protestations qui ont eu lieu ces dernières semaines en France, en Allemagne, en Pologne, en Roumanie et en Belgique, des agriculteurs d'autres pays se joignent au mouvement, comme en Grèce, en Italie, en Espagne et au Portugal. Le pasteur Moshe, est-ce la fin de l'Europe, d'une forme d'Europe finalement, puisqu'on voit que c'est un mouvement qui concerne tous les agriculteurs d'Europe. On sait que c'est une corporation qui souffre et il y a eu beaucoup de suicides d'agriculteurs. La fin de l'Europe, je dirais non. De l'agriculture. De l'agriculture, oui. Et nous sommes à la fin de l'agriculture en Europe si
les agriculteurs ne font rien du tout, parce que c'est ça le projet. Le projet, ça, ce sont des doctrines économiques que l'Angleterre a déjà épousées depuis longtemps. C'est Ricardo qui a émis cette doctrine comme quoi que quelque chose que tu peux acheter moins cher que ta production à toi, vaut mieux ne pas produire ça et acheter ailleurs. Voilà, donc ils veulent donc arrêter avec l'agriculture en Europe pour pouvoir acheter en Nouvelle-Zélande. Vous savez déjà, ils ont autorisé des produits de Nouvelle-Zélande. Eh bien, ils vont généraliser des produits d'ailleurs qu'ils achètent moins cher. Et là, on ne parle pas d'écologie, hein, des moutons qui vont prendre des avions pour venir ici, du lait qui va venir de Nouvelle-Zélande. Là, il n'y a plus d'écologie. Et en réalité, le but, c'est de supprimer l'agriculture ici pour faire ailleurs. Et ça, c'est dangereux. Quand vous n'êtes pas capable de vous nourrir, vous dépendez de l'extérieur, vous voyez tout ce qui peut arriver. Et s'il y a des guerres, s'il y a des embargos, des blocus comme ça se fait aujourd'hui par les Houthis au Yémen, donc les bateaux ne vont pas passer, vous allez manger comment? Donc vous voyez que... Mais tout ça est fait dans le but d'affaiblir les pays européens pour que les populations dépendent de l'Union européenne, pas de leur propre État. C'est ça la réalité. Et quand les populations vont dépendre totalement de l'Union européenne, ben, on pourra faire passer tout ce qu'on veut à ces populations. Donc, à vous entendre parler, Pasteur Moshe, donc la colère de ces hommes, ces agriculteurs est légitime. Bien sûr, légitime, c'est une question de vie ou de mort. Donc là aujourd'hui, s'ils ne font rien, ben, il n'y aura plus d'agriculture. J'ai appris qu'on paye les agriculteurs hollandais, on leur donne de l'argent pour ne plus faire l'agriculture. Donc tu as ton exploitation, on te donne l'argent que tu aurais gagné en faisant ton exploitation pour que toi tu ne fasses rien. Donc c'est vraiment un but machiavélique, diabolique. Et je suivais le témoignage d'un agriculteur qui disait, je prends un exemple, une ville comme Ponto de Mer, dans la cantine de l'école, c'est le poulet qui vient d'Ukraine qui est servi, alors que lui, il produit des choses. Et c'est... Voilà, parce que c'est plus cher, mais pourtant c'est ça qui respecte les normes. Et ils asphyxient nos agriculteurs en mettant des normes très élevées, déjà c'est l'asphyxie, et ensuite en mettant en concurrence avec l'importation des pays moins chers, mais pas avec la même qualité. Mais, Pasteur Moshe, face à la pression, on se rend compte quand même que le président Macron, Gabriel Attal, le Premier ministre, ont pris des mesures pour garantir une certaine sécurité, en tout cas rassurer les agriculteurs. C'est pour rassurer, c'est pour prendre du temps. Mais est-ce que cela veut dire que la France peut quand même prendre des décisions en passant outre les décisions de l'Europe, puisque M. Macron se rend compte qu'il a déclaré quand il était en Suède qu'il est inadmissible d'enrichir des milliardaires ukrainiens, vendeurs de poulets. Donc c'est aujourd'hui qu'il s'en rend compte. C'est des déclarations pour faire plaisir. Il le sait depuis longtemps, ça. Mais ils l'ont dit. Attal l'avait dit. Il a dit que je ne peux pas prendre des décisions qui dépassent l'Union européenne. Il a dit lui-même qu'il était soumis à l'Union européenne. Oui, mais il y a eu un moratoire par rapport Pour gagner du temps, dès que les gens vont oublier, ils vont ramener les choses. Parce que le moratoire, ça veut dire quoi? On suspend les choses. L'accord avec l'Amérique latine, le Mercosur. Le Mercosur, oui, voilà, mais ça, c'est pour gagner du temps. Dès que les gens vont s'endormir, dès que les gens vont oublier, pendant je ne sais pas quoi, une Saint-Valentin, pendant un truc, fête de 31, ben, ils vont faire passer toutes ces décisions. Je reviens à ma question, Pasteur Moshe. Faut-il se mettre en colère pour se faire entendre? Puisque finalement, le gouvernement débloque 450 millions, sachant quand même que la France donne à l'Union européenne 20 milliards. Et l'Union européenne restitue à la France 15 milliards, dont 9 aux agriculteurs, soi-disant. Mais le gouvernement donne 450 millions pour calmer. Est-ce que vous pensez qu'ils doivent continuer dans cette voie-là parce que c'est une question de survie pour je me dis, ils vont faire comment? Là, c'est une question de vie ou de mort, donc il faut qu'ils s'expriment. La colère, ça ne veut pas... Ils ne menacent pas les humains, ils n'attaquent pas les humains. Ils viennent manifester, c'est un droit reconnu en France, et ils viennent, mettre au jour l'injustice qu'ils subissent pour que... Vous savez,
quand vous êtes entouré des gens qui dorment, il faut un moyen pour les réveiller. C'est ce qu'ils font pour réveiller la population, pour qu'elle se pose de bonnes questions. Mais est-ce que vous pensez aussi que le gouvernement se précipite de répondre vite à cette grogne, puisque en Pour parallèle, étouffer. le jeudi, il y a eu les manifestations, la grève des enseignants, Voilà, les taxis c'est- vont... Parce que généralement, Pour on év- sait que ces manifestations, parfois, sont contagieuses. Est-ce que vous pensez que Voilà. le gouvernement a peur de cette contagion? Il a peur à ce que ça se généralise. Voilà. Pasteur Moshe, nous passons à notre quatrième sujet. Ce sont les troubles aux États-Unis, l'immigration notamment au Texas. Donc je vous invite à regarder cette vidéo et ensuite nous allons commenter. Des centaines de migrants franchissent les derniers mètres qui les séparent du Texas. Entre le Mexique et les États-Unis, la police est débordée. Je n'ai jamais vu ça dans la région. On parle de plus de 3 000, 4 000, 5 000 personnes qui traversent. Ces dernières semaines, chaque jour, 10 000 personnes en moyenne auraient passé ou cherché à passer la frontière illégalement. À Washington, la crise migratoire tourne au bras de fer politique. D'un côté, Joe Biden. Le président négocie en ce moment un accord entre démocrates et républicains pour sécuriser la frontière. Si cette loi passe, j'aurai l'autorisation de fermer la frontière tout de suite et de régler le problème. Face à lui, 25 gouverneurs républicains, au premier rang desquels Greg Abbott, à la tête du Texas. La Cour suprême lui demande de retirer ses barbelés qui empêchent la police aux frontières d'intervenir. Il refuse, rajoute même des barrières et déploie la garde nationale pour bloquer les migrants. Ce n'est pas la première fois que le gouverneur du Texas défie l'État fédéral. Il y a quelques mois, il s'était fait connaître en affrétant des bus remplis de migrants vers les grandes villes du Nord dirigées par les démocrates, comme ici à New York. Aujourd'hui, certains gouverneurs se disent prêts à envoyer leur propre garde nationale pour soutenir le Texas. Il y a l'Oklahoma, la Floride, le Tennessee. Nous sommes prêts à envoyer notre garde nationale. Pour Donald Trump, la polémique tombe à point nommé. L'ancien président, en campagne pour les primaires de son parti, a d'ores et déjà choisi l'immigration comme thème principal de sa course à la Maison-Blanche. Nos frontières sont ouvertes et sont submergées. C'est une plaie énorme qui laisse la drogue, le crime et des millions d'étrangers illégaux se déverser dans notre pays. Rien de tel n'est jamais arrivé à notre pays auparavant. Quand je serai président, au lieu d'essayer d'envoyer au Texas un ordre de restriction, je leur enverrai des renforts. Au-delà du débat sur l'immigration, la fronde du Texas sert la stratégie des républicains. Face à 25 gouverneurs rebelles qui contestent l'autorité de Washington, Joe Biden apparaît faible, inefficace. Une aubaine pour Donald Trump. Pasteur Moshe, nous voyons là une crise sans précédent, où le gouvernement fédéral est désavoué, où ce sont les États, les gouverneurs des États eux-mêmes qui finalement défient Washington. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, Pasteur Moshe? Je pense que c'est, une fois de plus, les gens vont dire que j'exagère peut-être. Je pense que c'est voulu. C'est voulu. Parce que je ne comprends pas qu'un président ouvre les frontières en laissant les migrants passer. Donc c'est vraiment, il y a une provocation derrière tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une question de doctrine aussi, puisque ce sont les démocrates qui sont au pouvoir? Mais non, la quantité est astronomique. 300 000, je crois, en un mois. Donc c'est trop. Donc il y a vraiment une volonté de créer des troubles. Parce que vous savez, dans la prophétie biblique, les États-Unis ne seront pas si forts que ça. On n'en parle pas clairement dans la prophétie biblique. Donc je pense que les États-Unis connaîtront une forme d'implosion. Il faut des problèmes internes. Et donc là, ces gens-là sont capables de créer ces problèmes-là pour pouvoir affaiblir les États-Unis également. Et comment ça pourrait finir finalement, puisque les 25 gouverneurs, dont Greg Abbott, sont décidés à affronter le gouvernement avec l'arsenal qu'ils ont aussi judiciaire pour pouvoir rester sur leur position? Comment ça va finir? Comment ça va finir? Je pense que... Est-ce qu'une sécession? Puisque le Texas, on sait qu'elle a quand même une histoire, elle a été annexée aux États-Unis, elle appartenait au Mexique. Enfin, il y a quand même une histoire aussi particulière. Oui, non, je ne pense pas que ça ira jusqu'à la sécession. Il y a des menaces de sécession qu'on entend. Je ne pense pas que ça ira jusque-là parce que, bon, c'est des gens qui aiment vivre quand même à l'aise. Voilà, je ne pense pas qu'ils veuillent... vous savez, ça fait des années qu'il n'y a pas eu de guerre aux États-Unis, hein, plus d'un siècle. Hein. Alors, je ne pense pas qu'ils arriveraient jusque-là, mais on entend cette menace-là. Mais c'est des troubles qui affaiblissent les Américains. Voilà, nous ne savons pas quelle est la... Enfin,
nous supposons quelle est la main qui est derrière. Hein. La main qui est derrière, c'est vouloir affaiblir les États-Unis pour qu'il y ait toutes les nations qui soient affaiblies. Voilà. Et Pasteur Moshe, il y a quand même un silence assourdissant des médias. Personne n'en parle. Ah, voilà. Mais comment expliquer ça? À chaque fois qu'il y a silence des médias, il faut savoir que les détenteurs de ces médias, ils sont complices de ce qui se passe. Parce que les médias dépendent des gens qui les financent. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un complot. Tout ce qui se passe qui n'est pas relaté par les médias montre que les gens qui dirigent, les propriétaires de ces médias, sont complices de ce qui se passe. Pasteur Moshe, nous arrivons à la fin de notre émission, donc avec la rubrique Info chrétienne. Le 29 janvier 2024 a eu lieu le jugement, en tout cas la comparution d'un pasteur de l'Église internationale La Bonne Nouvelle du Kenya, qui a été arrêté au mois de mai dernier parce que il a poussé les fidèles à jeûner, donc un jeûne extrême pour rencontrer Jésus. Et il y a eu plus de 400 morts. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela, pasteur? C'est le satanisme, c'est la sorcellerie, c'est la méchanceté, tout simplement. Voilà. Donc ces gens-là, vous savez, beaucoup de gens qui dirigent les mouvements sectaires sont des malades mentaux qui ont émerveillé les gens sur un côté, peut-être l'éloquence, peut-être des fausses visions qu'ils ont prétendu avoir eues. Ils ont subjugué les gens. Et après, il les manipule. Donc, je crois que ça doit être un malade mental vraiment possédé, ce monsieur-là. Oui, mais il jette quand même un discrédit sur la chrétienté. Mais les discrédits, nous pouvons les corriger en nous comportant comme il faut, en étant des témoignages d'amour, de vie, de miracles, de gloire, de sainteté. Ça finit par corriger ce genre de bêtises. Mais nous déplorons ça et nous déplorons aussi les gens qui se disent chrétiens qui lisent pas la Bible. Voilà. Si les gens lisent vraiment la Bible, ils ne tomberont pas dans ces sectes-là. Pasteur Moshe, qu'est-ce que vous pouvez dire finalement pour conclure au regard de tout ce qui a été évoqué? Mais une fois de plus, nous arrivons vraiment à la fin. Nous le disons à la fin de chaque émission, que nous arrivons à la fin, mais les détails s'amoncellent et deviennent beaucoup plus sharp, comment on dit en anglais, beaucoup plus aigus. Ça devient beaucoup plus tranchant. Voilà, ça devient beaucoup plus tranchant. Quand on voit les États-Unis proches de la guerre de sécession, on se dit ça c'est l'affaiblissement des Américains, puisque comme Israël... Sachant qu'en interne, il y a des vrais problèmes de drogue aussi. Voilà, et comme Israël est souvent soutenu par les Américains, si les Américains sont affaiblis, les prophéties vont s'accomplir, les nations vont vraiment se tourner contre Israël, vont encercler Israël, les États-Unis ne pourraient rien faire parce qu'ils seraient affaiblis. Vraiment, les détails deviennent de plus en plus pointus. Voilà, c'est cela, et que celui qui voit, comprenne et change de vie, vienne à Jésus pour être... C'est sur ces paroles que nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous disons à très bientôt.